Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série consacrée à la TensorFlow 2.0. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va créer notre modèle à convolution. Donc dans les deux dernières vidéos, on avait vu qu'on allait travailler donc sur une dataset de dessin et on avait vu comment est-ce qu'on pouvait déjà ouvrir cette dataset et comment est-ce qu'on pouvait explorer cette dataset pour générer automatiquement des batchs avec tf.data.dataset qui nous permettait de générer des batchs et de batchs qu'on pouvait utiliser pour pouvoir entraîner d'autres modèles. Donc maintenant qu'on a notre dataset qui est prête, qu'on peut générer des batchs, et ben il nous faut maintenant plus qu'à il nous faut donc créer le modèle qui va nous permettre de pouvoir ensuite détecter automatiquement quel dessin a été fait par l'utilisateur. Donc pour pouvoir suivre cette vidéo correctement, il faudra que vous ayez déjà des notions sur les réseaux à convolution, et ça tombe bien parce que j'ai déjà fait également des vidéos dessus. Donc c'est la vidéo où je parle des réseaux à convolution, où j'explique exactement comment les réseaux à convolution fonctionnent. Cette vidéo sera en description de cette vidéo là, et vous pouvez également la retrouver sur ma chaîne YouTube, sur la playlist Deep Learning Avancé, et dans cette playlist j'ai fait 3 vidéos sur les réseaux à convolution, les réseaux de neurones récurrents qui vous seront utiles pour le prochain projet de cette formation, et sur les LSTM, Long Short Time Memory, qui vous seront également utiles pour comprendre correctement le prochain projet. Donc si vous avez les bases si vous n'avez pas encore les bases de réseau à convolution, faites pause à cette vidéo et allez voir la vidéo que j'ai fait sur les réseaux à convolution. Et si vous avez déjà les bases, tant mieux, on va commencer pour que je vous montre comment implémenter ça avec TensorFlow. Donc là, pour commencer, l'architecture qu'on va faire, elle va être assez simple. On va faire donc sur les images, donc c'est des images assez petites, c'est des images de 28 par 28. On va faire une première convolution qui va suivre par une autre convolution, puis une autre convolution. Donc il y aura 3 convolutions. Donc chaque convolution va créer à chaque fois des feature maps. Donc cette convolution-là va créer des feature maps. Feature maps qui sont analysées par cette prochaine convolution-là, qui va générer elle-même des nouveaux feature maps, donc de nouvelles images, qui seront elles-mêmes analysées par cette nouvelle convolution-là, qui va générer des feature maps. Ces feature maps-là, on va les transformer en un seul vecteur aplati, parce que là, en fait, on a une matrice à 3 dimensions, d'accord? Donc là, c'est les feature maps, donc c'est plein d'images qui ont été générées de cette convolution-là. Donc j'explique tout ça dans la vidéo que j'avais faite sur les réseaux à convolution. Et en fait, sachant qu'on a ici en fait une matrice à 3 dimensions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la transformer, on va l'aplatir pour avoir qu'un seul vecteur, un grand vecteur ici, donc c'est le flatten layer, on aura un grand vecteur super aplati. Une fois qu'on a ce vecteur-là, on va se servir de ce vecteur en entrée d'un autre layer qui sera un dense layer, donc un simple layer comme on a travaillé sur les dernières vidéos. Donc ce sera un simple layer avec un certain nombre de neurones qui seront donc interconnectés à toutes les entrées du flatten layer qui sont ici. Et ensuite, enfin, on aura un 10 neurones en sortie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On aura donc 10 neurones en sortie qui seront donc l'output, le layer de sortie qui sera interconnecté à tous les neurones. Ici, je ne les ai pas représentés, j'ai mis une barre ici, mais là, donc en fait, là, il y a plein en fait de valeurs en fait d'activation, donc les valeurs d'activation de chacun des neurones de cette couche là, de ce layer là, et enfin donc ouais, et voilà, on a donc ce dernier layer qui nous sort donc, ici ce dernier layer, il y aura un softmax dessus, et donc ça nous donnera une distribution de probabilité parmi les 10 classes, et ça nous donnera donc la probabilité, une fois que le modèle sera entraîné, ça nous donnera la probabilité que l'image qui a été mise en entrée corresponde à tel dessin. Donc cette architecture là, on va continuer là, sachant qu'en fait c'est une architecture assez simple, on va continuer, en fait on va utiliser déjà le subclassing API que j'avais présenté là, dans les dernières vidéos où j'avais montré que ça nous permettait de créer des modèles assez flexibles. Donc là on va continuer avec ça. Probablement qu'on aurait pu faire aussi ce modèle en utilisant simplement un sequential, mais là l'idée c'est de faire pratiquer un peu ce qui est possible de faire aussi avec TensorFlow 2.0 tout en restant sur des projets assez simples. Donc là c'est pour ça que j'utilise quand même le subclassing API, et qu'après l'entraînement qu'on fera, il utilisera les fonctions bas niveau, encore une fois, pour qu'on puisse avoir une bonne intuition des opérations bas niveau qu'on peut faire, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir avoir l'intuition sur comment est-ce que vous pouvez modifier le code pour aller sur des projets plus complexes potentiellement. Donc là, on va continuer à utiliser tf.keras, .layer, et là on va créer donc notre première convolution donc qui correspond à ça. Donc cette première convolution, on va prendre 32 filtres, et chacun des filtres aura une taille de 4, donc de 4 sur 4.
Et enfin, il y aura une activation par ReLU pour générer les feature maps. Et le stride ici par défaut est de 1, donc ça veut dire que ici on a donc des filtres de taille 4, et à chaque fois on se déplace donc sur l'image de 1. On se déplace de 1, on se déplace de 1, on se déplace de 1, et quand on va vers le bas, on se déplace hop de 1. Et on continue comme ça, comme ça, comme ça, on se déplace de 1, hop, on continue comme ça, et donc on scanne toute l'image comme ça avec notre filtre. Et donc ça, ça change ça, on a 32 ici, on a 32 fils, donc on aura 32 feature maps qui vont être sortis. On aura donc 32 feature maps qui vont être produites de cette convolution là. Et donc là, sur ces 32 feature maps, on va créer une autre convolution qui va analyser ces 32 feature maps. Donc on va créer une autre convolution qui est ici, qui analysera les feature maps générées par cette première convolution. Et donc cette convolution là, et ben, là on va faire 64 fils qui vont analyser les feature maps générées par la convolution précédente. Et ici on va faire des tailles 3, donc un tout petit peu plus petit pour aller en précision sur la détection de pattern. Et là, on aura une activation donc par ReLU également. Du même principe, on se retrouvera donc avec 64 nouveaux feature maps qui seront donc, par contre en taille beaucoup plus petit. Et on va maintenant faire une autre convolution, donc qui est donc cette troisième convolution là. Et là, on en fera donc 128, on fera 128 feeds qui nous générera donc 128 feature maps. Mais qui feront 128 feature maps d'images quand même relativement petites hein. Et voilà. Donc là, une fois qu'on aura ça, on se retrouvera donc avec plein de petites feature maps ici. Et donc là, maintenant, on va pouvoir utiliser simplement l'opération tf.keras.layers.flatten qui va en fait transformer ça en fait en un seul grand vecteur en fait avec plein de valeurs, mais ce sera qu'un seul grand vecteur qui va représenter toutes les feature maps. Donc là, comme ça, on peut utiliser simplement un vecteur. Ici, on va créer simplement un dense layer, donc qui est représenté ici, qui aura 128 neurones donc à l'intérieur, avec des activations par ReLU. Et ici, donc ici, là, je peux lui mettre donc un nom. Et enfin, on va définir l'output layer, qui sera donc constitué de 10 neurones avec une activation par softmax pour avoir une distribution de probabilité en sortie. Et enfin, ici, je vais mettre, enfin là, je mets simplement le nom, donc pour dire que c'est output. Donc voilà. Donc là maintenant, quand on appellera le modèle, ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser ma première convolution. J'obtiens donc le résultat de ma première convolution qui est ici. On peut à la limite afficher ici ce qu'on obtient. Ici, modèle, je peux appeler direct modèle.predict et je vais l'appeler sur une de mes images. Je vais l'appeler sur ma première image par exemple. Hop, je vais l'appeler sur ma simple première image. Hop, et là j'obtiens donc là le print que j'ai fait. Donc là ça c'est pas très, on s'en fout, ça c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Nous ce qu'on a envie d'avoir, parce que là je retourne l'image pour le moment ici pour tout ça. Donc là ce qui est intéressant c'est le print qu'on a fait ici. Et donc là on voit qu'on obtient donc 25 par 25. Donc on obtient on avait des images qui étaient de base de 28 par 28 et parce qu'on a passé un filtre dessus, on se retrouve avec des feature maps de 25 par 25 où chacune des feature maps a 32 channels. Donc il y a 32 feature maps et en fait on se retrouve c'est un peu comme un cube, faut imaginer ça comme un cube hein. On se retrouve donc avec une image de 25 par 25 et plutôt d'avoir par exemple 3 dimensions comme sur une image RGB, et bien ici on a 32 dimensions qui sont les 32 feature maps générées par les 32 filtres de la convolution. Donc là on obtient ça. Donc maintenant on peut donc appliquer la convolution, la deuxième convolution, on peut l'appliquer sur toutes ces feature maps, donc sur les feature maps de la première convolution. Et donc là pareil, si on affiche ce qu'on obtient, on obtient quoi? On obtient donc maintenant l'image est devenue encore plus petite parce qu'on a appliqué un nouveau filtre hein, là-dessus. Et ici on n'a pas utilisé de padding, donc on a forcément donc l'image diminue parce qu'on n'a pas utilisé de padding. Et ici ce qui se passe c'est qu'on se retrouve donc avec des images de 23 par 23. Et ici parce qu'il y avait 64 fils, c'est une image de 23 par 23 avec 64 channels. 64 channels, donc c'est un cube ici là encore plus profond. Et donc faut voir donc chacun des channels de l'image. Comme une des feature maps générées par les 64 feeds qui a donc 64 feature maps. Et là donc on continue, même processus, on fait ça donc sur l'autre convolution et on se retrouve finalement avec ici, si on affiche donc conv3
convolution 3, on se retrouve avec donc 128 feature maps et chacune des feature maps a une taille de 21 par 21. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va flatten. On va flatten en fait cette image. Donc là, on va transformer ça en un seul vecteur. Et si on regarde, oula, hop, toc, voilà. Si on regarde donc 21 par 21 par 128, hop, on obtient donc 56 448 valeurs. Et donc là, on va voir en fait quand on va faire le flatten. Hop, alors là, on va le faire. Hop. Si là, j'affiche le résultat de mon flatten, j'obtiens bien 56 448 valeurs. En fait, ça m'a donc aplati en fait toute cette image en fait, ce grand cube en fait à 3 dimensions de 21 par 21 par 128. Ça me l'a aplati en fait en un seul vecteur ici qui fait plus que 56 440, qui a plus que 56 048 valeurs en fait. Et ça me l'a aplati en un seul vecteur en fait. Et là, on rappelle, il y a le none ici pour dire et qu'ici, il peut en avoir autant qu'on veut. Ça dépend en fait combien d'images on a passé à ce niveau-là. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc notre première, on va appliquer notre premier layer, notre premier dense layer. Donc ici, on va se retrouver donc avec 128 valeurs. Donc là, 128. Donc là, j'obtiens mes 128 valeurs qui sont les activations de chacun de mes neurones et avec des activations par ReLU. Et là, enfin, j'utilise mon output. Et là, donc mon output, ça va me retourner donc un softmax sur 10 valeurs. Et j'aurai donc donc là maintenant, j'ai donc ici les 10 valeurs des probabilités qui me sont assignées à chacune des classes, pour chacune des images. Donc là pour le moment, comme le réseau n'est pas entraîné, ce qui se passe, c'est que j'ai des probabilités qui sont toutes à peu près uniformes les unes entre les unes par rapport aux autres sur mes 10 classes. Donc voilà, donc là on a pu créer très simplement en fait finalement un réseau, notre réseau à convolution. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser, donc là je vais beaucoup utiliser les notions que j'avais présentées dans cette formation sur comment entraîner un modèle, où je vais beaucoup utiliser les notions qu'on avait mis dans cette vidéo. Donc là, je vais passer un peu très vite sur les étapes parce que je les ai déjà présentées dans les vidéos précédentes, dans une des vidéos précédentes de cette formation sur comment entraîner un modèle. Et donc comment faire un entraînement. Donc là, ce qui se passe, donc je définis donc mon loss, donc on fonctionne encore avec Sparse Categorical Cross Entropy. Je prends mon optimizer, je définis un optimizer. Donc là ici, je prends l'optimizer et je prends l'Adam Optimizer. Donc là, Adam Optimizer, c'est un optimizer encore une fois qui fonctionne encore comme la descente de gradient, hein. C'est juste que le Adam Optimizer, il est un peu plus optimisé pour, disons qu'il modifie les poids dans le réseau de manière plus optimisée. Donc le modèle va mieux converger vers une bonne solution, va mieux converger plus rapidement. Donc là, on utilisera donc Adam Optimizer. Ici, je vais définir mes métriques. Donc j'avais présenté ça déjà, les métriques, j'avais présenté comment ça fonctionnait. Les métriques qui vont me permettre d'accumuler donc les losses au fur et à mesure. Et ça va me permettre d'accumuler les résultats au fur et à mesure et ensuite de les afficher à un moment donné pendant l'entraînement pour voir où c'est que j'en suis. Ici, je définis une autre mesure. Donc là, je vais mettre une autre mesure qui va être Sparse Categorical Accuracy. Donc là, cette mesure-là, ça va me permettre de voir en fait l'accuracy de mon modèle, donc la précision de mon modèle. Donc la précision, c'est quoi? C'est à quel point est-ce que mon modèle fait des bonnes prédictions. Donc par exemple, s'il doit prédire, mettons, 10 images. Si c'est 10 images, je sais pas, là on travaille avec des dessins, donc si les 10 images c'est des livres, et qu'il prédit seulement 5 fois des livres sur les 10 images qui lui sont données, et ben il aura prédit finalement une image sur 2 correctement, donc il aura fait 50% de réussite, donc sa précision ce sera 50%. S'il aurait tout prédit des livres à chaque fois qu'il a vu des images, sachant que les images qu'on lui a envoyées c'est que des livres, et qu'il prédit que des livres à chaque fois, donc que sur le softmax, sur les 10 neurones, à chaque fois c'est le neurone qui correspond au livre qui est le plus haut, et ben dans ce cas-là, il aura une précision de 100%. Donc là, sur la précision, on veut donc une précision qui soit le plus haut possible. Et sur le loss, donc sur l'erreur, ici on veut forcément que ça descende, on veut minimiser notre erreur. Donc ça, c'est les métriques. Donc ça, cette métrique-là, en fait, c'est tout simplement une autre métrique, mais elle fonctionne exactement de la même manière que cette métrique-là. On met des valeurs à l'intérieur, et ici, en fait, ça va pouvoir nous faire la moyenne, en fait, de l'ensemble. Enfin, là, ça fera la moyenne, et là, donc, ça fera l'accuracy sur l'ensemble.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la fonction qui va pouvoir entraîner le modèle. Donc là, on va utiliser comme on utilise un réseau à convolution qui est assez lourd. Là, c'est assez important d'utiliser un graphe. Donc là, on définit bien donc notre décorateur et on définit notre fonction de trainStep. Donc trainStep, elle va prendre quoi en paramètre? Elle va prendre image en paramètre. Elle va prendre également target en paramètre, donc les images et les valeurs qui sont attendues. Donc ici, target sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, je viens jusqu'à 9. Ici, donc là, cette fonction va être vraiment très similaire à la... c'est quasiment la même, donc je vais passer rapidement dessus parce que c'est exactement la même que qui est présente dans la vidéo que j'ai faite sur comment entraîner un modèle, où j'ai passé beaucoup de temps sur cette fonction pour expliquer comment elle fonctionne. Donc là, ce qui se passe, c'est que je fais with gradient tape donc pour pouvoir calculer le gradient. Donc avec le calcul du gradient, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je fais une prédiction. Je fais une prédiction sur les images. Donc là, je vais me retrouver avec la prédiction que mon modèle a réalisée. Une fois que mon modèle a fait une prédiction, je regarde l'erreur qui a été faite. Je regarde l'erreur, donc là, avec l'erreur, donc là, j'utilise l'erreur que j'avais définie ici. Je regarde quelle erreur est-ce que mon modèle a fait sur les prédictions qu'il a fait sur les images qui m'ont été données. Je regarde l'erreur qu'il a réalisée. Et donc maintenant que mon modèle, donc il aura fait une certaine erreur, donc maintenant je veux calculer le gradient de cette erreur pour savoir... Je veux avoir le gradient parce que je veux savoir dans quelle direction est-ce que je veux modifier mes poids pour pouvoir minimiser mon erreur. Donc je veux obtenir le gradient. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que j'obtiens le gradient. Donc là, le gradient de chacun des poids. Hop. Et maintenant que j'ai mon gradient, ce que je fais, c'est que j'utilise l'optimizer que j'avais défini ici pour pouvoir modifier mes poids en direction des gradients que je viens d'obtenir depuis cette ligne. Donc là, je modifie mes gradients, enfin mes variables de mon modèle, donc de toutes les variables en fait de mes filtres, de mes convolutions, de mes poids de mon dense layer et de mon poids de mon dernier output layer ici. Donc là, je modifie donc mes poids en utilisant donc toutes les variables qui peuvent être entraînées dans ce modèle-là. Et ici, je rajoute en fait mes métriques. Donc je rajoute la métrique, enfin j'ai deux métriques en fait que j'ai accès. J'ai accès à loss et j'ai accès à l'erreur que je viens d'avoir. Et ici train accuracy, donc que j'avais défini ici, qui va me permettre de pouvoir en fait stocker. Donc train accuracy prend deux paramètres, il prend les targets qui étaient attendus et la prédiction qui a été faite. Et donc en fonction de ça, lui il va se débrouiller automatiquement pour regarder le vecteur des 10 valeurs, enfin les probabilités, donc ces prédictions, donc les 10 probabilités que j'ai mises. Il va regarder la target, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fonction de ces deux vecteurs-là, il va automatiquement calculer l'accuracy pour voir par exemple si la valeur la plus haute dans mon vecteur de 10 valeurs, ça correspond bien à la valeur qui était attendue. Donc par exemple, si mon modèle il prédit 0,9, 0,01, 0,01, hop, etc. Donc là, on va considérer que toutes les autres valeurs sont très petites et que la première classe ici, donc là la première classe sera la plus haute. Donc ici, la classe prédite par mon modèle, finalement, c'est 0. C'est la classe 0 parce que c'est là où il y a une probabilité plus haute. Mon softmax, il prédit une probabilité plus haute sur ce neurone-là. Donc la classe, ce sera 0. Donc il va comparer ça avec la target. Donc mettons que la target était 0. Si c'était bon, alors là, enfin si les deux sont bien égales, alors dans ce cas-là, il aura donc bien prédit la classe qui était attendue. Si par contre, à ce niveau-là, il avait par exemple prédit... il avait par exemple prédit ici 0,9 et là par exemple c'était 0,1, alors que ça attendait 0, et ben là la classe qui a été mise, la classe ici qui a été mise, ben, c'est la première classe, enfin là c'est la classe 0, là c'est la classe 1, et donc dans ce cas là il aura fait une erreur. Donc là le fait cette fonction là en fait elle fait ça automatiquement, elle va aller comparer ces deux valeurs là pour automatiquement définir l'accuracy sur toutes ces valeurs là. Et donc là voilà, on a donc ici notre fonction d'entraînement, donc ici qui fonctionne directement avec le mode graph de TensorFlow pour pouvoir tout exécuter de manière assez rapide. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre méthode qui va être super simple, qui va être la même chose, qui va être une fonction qui va s'exécuter en mode graph également. Et c'est la fonction validStep. Et la fonction validStep, ça va être simplement pour pouvoir faire des prédictions sur ces images-là et regarder en fait à quel point on s'est trompé sur le test de validation.
Donc en fait comme ça on peut regarder, en fait on peut traquer le résultat sur la validation pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire de l'overfitting comme on avait vu sur la vidéo. On a vu que c'était important de traquer et de faire en sorte qu'on ne fasse pas de l'overfitting. Et donc là c'est ce qu'on va faire ici, on va faire une fonction validStep qui va donc utiliser, donc qui en premier lieu fera donc une prédiction. Une fois que la prédiction est faite, cette fonction elle va calculer l'erreur qui a été, alors hop, comme ça. Là, on va calculer l'erreur qui a été faite sur la prédiction. Donc, on obtient donc un loss ici. Ensuite, on va donc cette erreur-là, on va l'ajouter dans notre accumulateur de valid loss qu'on a défini ici. Donc, c'est l'accumulateur qui permet d'accumuler des erreurs. Et une fois qu'on a accumulé ces erreurs ici, hop, on utilise donc valid accuracy pour pouvoir faire en sorte de, pareil, on fait la même chose en fait qu'ici, on calcule automatiquement du coup la précision qui a été réalisée sur cette méthode là. Hop, donc là, ça on l'exécute, ça, et donc maintenant on peut passer à l'entraînement. Et donc là, tout ce qu'on va faire en fait dans ce code là, c'est utiliser toutes ces méthodes là, donc toutes les méthodes qu'on a définies pour lancer l'entraînement. Donc là, premièrement, on va définir le nombre d'époques qu'on a envie. On va définir, donc là on va faire 10 époques, on va définir le batch size, donc là on va faire des batchs de 32. On va définir une variable b ici qui va simplement pouvoir nous permettre de pouvoir traquer pour savoir où c'est qu'on en est sur les batchs, pour pouvoir afficher ça correctement. Donc là on va faire ça, on va lancer nos époques. On va donc, on lance, on lance nos époques. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc ma dataset qui avait été définie plus haut, qu'on avait défini dans la dernière vidéo. Ici on avait défini notre dataset. Donc on va donc, parce qu'on a notre dataset, on va pouvoir facilement pouvoir itérer à l'intérieur. Donc on itère à l'intérieur de cette manière. Donc on va faire un train dataset.batch size. Donc là en gros on va itérer dans toute notre dataset. On va itérer avec des batchs de 32. Tout le temps de batch de 32 et on itère à l'intérieur. Maintenant qu'on a nos batchs de 32, enfin qu'on itère à l'intérieur avec nos batchs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un entraînement. Donc on va appeler du coup la méthode trainStep pour lancer donc un entraînement, une modification, une calcul de gradient, une modification de notre variable pour minimiser notre erreur. Ici je vais définir un petit template qui va me permettre d'afficher des valeurs pour savoir où c'est que j'en suis. Donc je vais afficher où c'est que j'en suis au niveau des batchs. Ici, sur combien, enfin où c'est que j'en suis et sur combien en fait il y en a au maximum. L'erreur actuelle. Et je vais afficher également l'accuracy. Donc ici je fais donc le print de tout. Donc là je vais afficher donc B, la longueur de mes targets. Ici je prends mon accumulateur d'erreurs et je regarde le résultat. Ici pareil, je prends l'accumulateur, enfin je prends l'accuracy, je regarde le résultat. L'accuracy qui m'est donnée par cette méthode, elle est entre 0 et 1. Donc là je la multiplie par 100 pour l'avoir sur un scale de 100. Et ici, et là donc tout simplement, donc je printe ça. Voilà. Ici maintenant, je lance en fait une fois. Maintenant en fait que j'ai lancé. Donc là en fait j'ai fait l'entraînement sur mes données d'entraînement. Donc maintenant que j'ai fait mon entraînement sur mes données d'entraînement, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le test de validation, sur tout le test de validation pour voir maintenant que je me suis entraîné sur toute ma dataset une fois. Je vais faire un test sur toute ma validation pour voir où c'est que j'en suis sur ma validation. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Donc là, hop. Là, je parcours toute ma dataset de validation. J'obtiens donc mes batchs, pareil, de 32 sur toute ma validation. Et pour à chaque fois, j'utilise le validStep. Et le validStep, il me permet simplement de mesurer mon erreur sur chacun des batchs et de mesurer ma précision sur chacun des batchs. Ça me permet de faire ça. Et maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire ici, c'est d'afficher tout comme j'ai fait pour au-dessus. J'affiche en fait l'évolution ici, enfin j'affiche en fait l'époque où j'en suis, le test que j'ai fait sur l'erreur en fait sur mon jeu de données de test. En réalité là c'est plus mon validation test. Et là l'accuracy, donc la précision de mon accuracy, et si j'affiche, donc j'utilise mon accumulateur, je prends le résultat, et là pareil, je prends le résultat de mon accumulateur. Et là, à la fin de chaque époque, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser mes accumulateurs.
pour faire en sorte de pour qu'il se vide, et donc comme on avait fait dans les dernières vidéos de la formation. Donc là je vais les vider. Donc là il faut que je vide également celui-ci, train accuracy et train loss. Donc là je les aurai tous vidés. Et donc là on va lancer ça donc 10 fois. Donc là on va lancer la petite erreur. Toc. Alors oui, là j'ai une erreur en fait, parce que là en fait c'est un float. Les images en fait que j'envoie, enfin la convolution elle attend en fait des floats 32 alors que je lui envoie des floats 64. Donc là ce qu'on va faire, on va régler le problème assez simplement, c'est qu'on va, au moment en fait où on va charger la dataset ici, on va utiliser image. On va transformer en fait toutes nos images. Donc en fait on va le faire à ce niveau là. Une fois que nos images sont chargées, ce qu'on va faire ici, on va faire np.astype. Et là on va, donc je pense que c'est np.astype. Hop. Voilà, np.astype. Et en gros ce qu'on va faire, voilà, c'est comme ça, ça s'utilise comme ça. Donc on va transformer nos images en np.float32 au lieu de 64. C'est qu'il attend des 32. Donc, alors que là c'était des floats 64. Donc en gros on transforme ici les images en float 32. Donc on le fait, on fait à ce niveau là. On peut réutiliser, on peut relancer notre normalisation. Hop, on relance tout ça. On n'a normalement pas besoin de relancer le modèle, ça devrait être bon. Voilà, donc là on peut le lancer. Alors là, ok, donc là, parce que j'ai lancé plusieurs fois, ok, on va y arriver. Donc là, j'ai redémarré le kernel, le notebook. Quand vous utilisez le notebook comme ça, souvent, il faut les redémarrer si vous avez, surtout là, en fait, où j'ai initialisé le modèle, en fait, 2 fois. J'ai initialisé le graph 2 fois, en fait, avec le même modèle, donc ça, il n'a pas trop aimé. Donc là, je relance, en fait, pour être sûr que tout est bon. Là, on a bien maintenant les images comme il faut, donc tout devrait être bon. Hop. Hop là. Ok, on devrait être bon. Voilà, donc là on est parti. Donc là on voit l'évolution du batch. Donc en fait là ça c'est le nombre de batch total qu'on va effectuer. Donc là on voit qu'on est à peu près à 20% de l'entraînement sur la première époque. On a l'accuracy qui augmente. Donc là c'est l'accuracy moyenne qui s'affiche, donc qui augmente petit à petit. Là on a donc l'erreur en fait qu'on voit qui commence à diminuer. Donc là je vais couper rapidement la vidéo et on va se retrouver au moment où l'entraînement se termine. Ok, donc on a fini, enfin l'entraînement s'est terminé. Donc là j'avais fait une petite erreur ici, j'avais mis result state, donc c'était reset state. Donc là ça avait bugué, donc j'ai changé, j'ai relancé, j'ai simplement changé ça. Donc tout s'est lancé, donc là l'affichage est un peu tout, j'aurais dû mettre un retour à la ligne ici. Donc en gros là on a la première époque qui s'est lancée sur l'entraînement, qui s'est lancée ici. Donc on voit que à la fin de la première époque on était ici à 85, et ici on a lancé le test sur la validation, donc époque 1, et on a donc sur la validation une erreur de 0,42 et une accuracy de 87. Donc maintenant en fait là ce qui va nous intéresser, c'est pas tant l'accuracy sur l'entraînement. En fait si on regarde l'accuracy sur l'entraînement, qui est tout là, il est ici 85, 95, 97, 98, 98, 99. Donc là ça veut dire qu'ici sur l'entraînement on a une accuracy de 99%. Ça veut dire que 99% des images perçues sont correctement classifiées. Et laissez-moi vous dire que ce qui est sûr ici, c'est qu'on est sur un gros overfitting. En gros, ça veut dire que, enfin, on va le vérifier avec la validation, mais on est sur un gros overfitting, et ça va se vérifier avec la validation, c'est parce que classifier 99% des images correctement, il y a une grande chance que telle précision ce soit de l'overfitting. Ici, on a un gros exemple en fait où le modèle a appris par cœur les images qu'il avait vues, et qu'il avait tellement appris ces images par cœur qu'il a fini en fait par donner de mauvais résultats sur la validation. Donc on va le voir. Ce qui s'affiche ici à chaque fois, donc ici c'est l'accuracy sur la validation, sur le jeu de validation sur lequel on ne s'entraîne pas.
Donc là on voit que déjà ici on est à 87, ici on est à 86, ici on est à 87, ici on est à 85, ici on est à 87. Donc ça oscille un peu, mais en fait on voit qu'on a plus ou moins atteint le maximum déjà dès la deuxième époque. On a atteint plus ou moins le maximum qu'on pouvait atteindre sur la validation. Ici on est validation 87, 86, 87, 87, 86, 86. Donc en gros on peut supposer que là en fait à partir du moment en fait où on est passé au-dessus de 95, potentiellement on a commencé à être en overfitting. Donc là, sachant que je l'avais déjà lancé une fois et que ça a bugué, en réalité là on n'était pas à la première époque, on était en fait à la deuxième époque d'entraînement. Donc en fait à la deuxième époque d'entraînement on était en fait à 85% d'accuracy. Et donc là à partir de cette époque là en fait là on commence en fait petit à petit en fait à se rapprocher d'overfitting. Là à partir de 97-98 on est clairement dans de l'overfitting et ça se ressent pas encore totalement sur la validation, mais il y a de grandes chances en fait que là en fait toutes ces époques là qu'on a réalisées ici sur ces 10 époques en fait là on était sur complètement de l'overfitting. Donc si on voudrait utiliser après le modèle en production pour vraiment détecter des dessins comme ils l'ont fait sur QuickDraw, on n'utiliserait pas le modèle avec une précision comme ça en fait sur l'entraînement. On utiliserait plus ce modèle là qui a une précision de 85%, 90% à la limite, mais on n'irait pas jusqu'à 99%. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un bon exemple, et puis aussi de l'exemple aussi là sur l'overfitting qu'on peut avoir sur une convolution, sur comment est-ce que ça peut fonctionner et comment donc on peut utiliser TensorFlow, le subclassing API pour créer une convolution et pour faire un entraînement un peu personnalisé comme ça. Et donc là l'idée en fait c'est vraiment je vous donne temps précis, enfin j'aurais pu faire un simple séquence et faire un fit avec le modèle de Keras comme on a fait tout au début. Mais là l'idée c'est vraiment de vous donner en fait les possibilités qui sont possibles à bas niveau avec TensorFlow pour que quand vous allez vouloir faire des modèles un peu plus complexes, et bien que vous ayez déjà en fait toute cette structure qui est déjà en place et que vous soyez capable de comprendre ces structures là qui est quand même la structure qui est recommandée pour faire après des modèles plus complexes bas niveau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces en l'air. Si jamais vous avez des questions sur les réseaux à convolution ou sur le code qu'il y a dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la communauté qui sera en description de cette vidéo sur lequel vous pouvez aller poser des questions. En attendant, moi je vous dis à la prochaine.